Les élections législatives en France et les dernières heures rocambolesques chez les Républicains, la formation de la droite gaulliste, exclue de son propre parti pour avoir pactisé avec l'extrême droite, Éric Ciotti assume et refuse encore ce matin de quitter ses fonctions. À gauche, on tente de gommer les divisions affichées lors des européennes. L'alliance de la gauche unie, baptisée le Front populaire, prend forme, mais sur quelle base programmatique et avec quelle incarnation? Question posée. Ça va vite. Très vite, depuis dimanche en France, depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron. On va prendre le temps de décrypter ce qui se joue, la clarification, la recomposition avec nos invités Jean Garrigue, Lucas Jakubowicz. Jules Boiteau est avec nous aussi et on va retrouver Julie Dangueloff devant le siège des Républicains dans un instant. On a beaucoup de choses à se dire, c'est parlons-en et c'est parti. Parlons-en. Avec moi pour cette discussion jusqu'à 10h45, Jean Garrigue. Bonjour Jean. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes historien, président du comité d'histoire parlementaire. Lucas Jakubowicz, bonjour. Bonjour. Journaliste politique, rédacteur en chef de Décideur Magazine. Jules Boiteau, vous êtes avec nous aussi, journaliste à France 24. Bonjour Jules. Jusqu'où la politique française nous mènera, c'est peu de dire que les dernières 24 heures ont été intenses, même rocambolesques, je vous le disais, par moments, illustration à droite. Donc d'abord avec une journée à rebondissement hier chez les Républicains, démis de ses fonctions par les ténors de son parti, Éric Ciotti, favorable à un accord avec l'extrême droite pour le scrutin du 30 juin, refuse de céder. Écoutez-le il y a quelques instants chez nos confrères de France 2. Je serai dans mon bureau dans quelques instants. Ce n'est pas d'ailleurs le sujet, vous savez, tout ça. Ce sont des arguties, des petits combats de gens médiocres, d'arrière-garde, qui n'ont rien compris à ce qui se passait dans le pays. Il n'y avait pas de bureau politique hier. Le bureau politique, il est convoqué par le président selon des règles précises. Je n'ai pas convoqué ce bureau politique, donc il n'a aucune valeur juridique. Éric Ciotti, donc, qui maintient être toujours à ce stade le président des Républicains. Vous êtes devant le siège du parti, Julie Dangueloff, à Paris. Est-ce qu'il faut prévoir une nouvelle journée folle ? Écoutez, en tout cas, la situation est tout à fait inhabituelle et ubuesque presque. Alors Éric Ciotti avait annoncé chez nos confrères de France Télévisions qu'il allait se rendre dans l'immédiat à son bureau qui se trouve juste derrière moi, au siège des Républicains. Eh bien, pour l'instant, tous les journalistes l'attendent. Il n'est pas encore arrivé. Une situation ubuesque, je vous le disais, parce qu'on est presque face à deux partis, les Républicains, depuis hier soir. D'une part, eh bien, les ténors des Républicains, Gérard Larcher, le président du Sénat, Jean-François Copé, Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qui s'oppose à cet accord avec le Rassemblement national, qui ont tenu un bureau politique hier contesté, vous l'avez entendu, par Éric Ciotti, qui ont tenu une commission d'investiture hier également. Et 59 des 61 députés, les Républicains sortants, s'opposent à cet accord avec le Rassemblement national. Alors, qui sont les deux personnes qui vont concourir sous les couleurs du Rassemblement national? Eh bien, il y a d'une part, évidemment, Éric Ciotti, et puis Christelle D'Intorni, que l'on considère comme la filleule en politique d'Éric Ciotti. Donc on est face à une situation complètement inattendu, inhabituel, et le temps presse parce que les listes doivent être déposées avant dimanche. Donc quels seront les 85 candidats, les Républicains promis par Éric Ciotti? Tout le monde se pose la question aujourd'hui. Il se dit dans les couloirs qu'Éric Ciotti tente de recruter parmi la jeunesse du parti Les Républicains. Donc il va falloir suivre dans les prochaines heures comment cela va se passer. Éric Ciotti, lui, a promis des recours légaux. Il a parlé chez nos confrères des CNews d'un putsch légal. Merci beaucoup Julie. Bien sûr, si vous voyez débarquer Éric Ciotti, vous revenez vers nous, sachant que ça clash, ça crache aussi en mauvais français à l'extrême droite, à Reconquête entre Marion Maréchal et Éric Zemmour. On y reviendra. Voilà pour la droite et l'extrême droite. À gauche maintenant, on va en parler avec vous Jules Boiteau. Bonjour Jules, rebonjour. On essaie toujours de bâtir ce qu'on a appelé le Front populaire dans l'urgence. Après l'accord de principe, on avance sur les attributions des circonscriptions ? Oui, des attributions censées répondre aux nouveaux
rapport de force à gauche après les européennes et le score de près de 14% réalisé par le Parti socialiste, allié à Place Publique, le parti de Raphaël Glucksmann. Sur les 577 circonscriptions, il y en aura donc près de 230 pour la France insoumise, contre 330 aux législatives de 2022 lors de l'alliance NUPES. Le Parti socialiste en récolte 170, c'est 100 de plus qu'en 2022. LFI garde donc la plus grosse part au vu de son poids à l'Assemblée nationale, mais les socialistes ont bien obtenu le rééquilibrage qu'ils demandaient. Et puis statu quo pour les deux autres principales forces politiques de l'Alliance. Les écologistes conservent près d'une centaine de circonscriptions et le Parti communiste français une cinquantaine. Il y aura donc un seul candidat sous la bannière Nouveau Front Populaire dans chaque circonscription de France. Reste maintenant à éplucher la carte électorale pour choisir le meilleur candidat dans chaque territoire. Selon nos confrères de Libération, les députés sortants devraient avoir la primeur pour se représenter dans leur circonscription. Et maintenant, il faut se mettre d'accord sur le fond. Oui, car il n'y a toujours pas de programme commun officiellement. En tout cas, c'est l'objet des discussions actuelles. Sur quelles propositions vont se mettre d'accord les partis de gauche en quelques jours seulement ? Pour répondre à l'urgence, plusieurs figures de la gauche demandent à utiliser le programme de la NUPES en 2022, mais les socialistes espèrent y apporter certains amendements. On a vu pendant les européennes les dissensions vis-à-vis de l'Ukraine, de la situation au Proche-Orient, ou plus simplement sur les enjeux énergétiques. En tout cas, il faut faire vite. François Ruffin, député de la France Insoumise de la Somme, est lui déjà en campagne et il commence un peu à s'impatienter. Écoutez-le. Il nous faut une gauche unie pour faire face à l'union des racistes et des nantis en face. Je la souhaite. J'espère que la fumée blanche va sortir le plus vite possible parce que là, ça commence à durer plus que l'élection d'un pape. Donc c'est un travail qu'il faut faire, c'est un travail nécessaire. Une gauche unie, dit François Ruffin, mais derrière qui ? Oui, c'est la question. Quel Premier ministre en cas de victoire aux législatives de la gauche ? En 2022, c'était Jean-Luc Mélenchon qui avait été désigné fort de ses 22% à la présidentielle, mais depuis 2 ans, le leader insoumis divise de plus en plus dans son camp. Il a été fortement critiqué par ses alliés pour ses ambiguïtés sur l'antisémitisme ou son refus l'an dernier d'appeler au calme pendant les émeutes. Jean-Luc Mélenchon, lui, en tout cas, ne s'exclut pas du jeu. Écoutez-le. Je viens de dire que je m'en sens capable, que le groupe le plus important, compte tenu des chiffres que vous donnez, c'est forcément les Insoumis, eh bien, il fera une proposition. Il n'imposera rien. Il proposera, et nous avons dans nos rangs de quoi faire. Alors, je ne m'élimine pas, mais je ne m'impose pas. Reste à savoir maintenant ce que va faire et dire Raphaël Glucksmann qui a rappelé ces tout derniers jours son refus d'une alliance avec Mélenchon. Lui a proposé un autre nom pour le poste de Premier ministre, Laurent Berger, ancien leader syndical de la CFDT, sans vraiment emballer dans son propre camp. Ce matin, on apprend qu'Olivier Faure, le patron du Parti socialiste, le parti que représentait Glucksmann il y a encore quelques jours, dit qu'il ne disqualifie pas Jean-Luc Mélenchon pour Matignon. François Ruffin, il y a quelques minutes, lui a affirmé se sentir capable d'être Premier ministre. Les négociations, ça donc un peu compliqué. Merci beaucoup Jules. Voilà pour le tableau avec une première réflexion qui me vient en vous entendant. C'est où sont les femmes ? On en reparlera peut-être. Jean Garrigue avec nous. Donc rebonjour Jean et Lucas Jakubowicz pour cette discussion jusqu'à 10h45. Vous êtes tous les deux des fins observateurs de la vie politique. C'est assez ahurissant ce qu'on a vécu depuis dimanche soir à une vitesse folle. Jean, peut-être de toutes les images qu'on a vues, de toutes les déclarations qu'on a entendues, laquelle vous a le plus saisi ? Évidemment, ce sont les noms d'oiseaux que se lancent les anciens camarades, je ne devrais pas employer ce mot, mais enfin les anciens compagnons des Républicains par rapport à ce qui était censé être une formation historique qui entretient la tradition gaulienne. Donc c'est quelque chose d'assez étonnant. Mais finalement, cet étonnement, je dirais, je le nuance un tout petit peu, parce que ce qui se passe, c'est d'ailleurs ce qui a été voulu par Emmanuel Macron, c'est tomber les masques. Il l'a dit, donner un électrochoc et aller au fond jusqu'au bout
d'une crise démocratique, une crise de la représentation démocratique qui date pas d'hier et qui date même d'avant le quinquennat, les 2 quinquennats d'Emmanuel Macron. C'est quelque chose de très ancien. On est là au bout de la dislocation, par exemple, de cette droite libérale républicaine. Édouard Philippe disait qu'il fallait faire travailler la poutre, hein, et là la poutre elle travaille jusqu'à ce que quelque chose explose. Il est très vraisemblable qu'à la suite de cette crise, les Républicains, je dirais en tant que marque, n'existeront plus. Il y aura sans doute la reconstruction d'un autre parti de droite classique. Qu'est-ce qu'il pèsera dans l'électorat? Qu'est-ce qu'il va peser dans ces élections législatives? Ça, c'est une question vraiment à 1000 francs, parce que dans la logique des choses, et c'est là-dessus que s'appuie quelqu'un comme Éric Ciotti, c'est le loup qui mange la brebis, hein. Et je veux dire que cette alliance que propose Éric Ciotti, d'abord, elle s'appuie sans doute sur des comportements électoraux, sur ce que pensent beaucoup de militants. On parle beaucoup des formations, on ne parle pas beaucoup des électeurs. Voilà. Jusqu'ici, hein. Et il y a un contraste total, me semble-t-il, entre d'un côté les élus, qui forcément veulent garder, et ont compris que cette alliance, elle est mortifère pour eux, et veulent garder leur siège. Et puis de l'autre côté, les militants et les électeurs qui se sont totalement acculturés aux idées du Rassemblement national et qui ne considèrent plus du tout que s'allier ou voter pour un candidat du Rassemblement national est quelque chose de tabou. Lucas Jakubowicz. Sur la phrase qui m'a le plus marqué, mais bizarrement, c'est une phrase qui a été prononcée par votre correspondante dans le reportage sur LR, qui dit en fait Éric Ciotti essaye de débaucher des jeunes LR et des jeunes LR lui font allégeance. En fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous aviez dit en préambule. En ce moment, on est tous déboussolés, les journalistes, les responsables politiques, on ne sait pas où on va. Dans ce cas-là, il faut regarder ce qu'on appelle les signaux faibles. Et moi, il y a un signal faible à droite qui m'interpelle et que j'aimerais partager avec vous. On a vu effectivement que sur les 50 députés LR, il y en a seulement une qui a suivi Éric Ciotti. En revanche, chez les jeunes militants et chez les jeunes responsables LR, là, effectivement, il y a une demande d'alliance, une demande d'union des droites. Donc certains s'étaient affichés ces derniers mois, d'ailleurs, avec certains s'étaient affichés. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ANUPS, quand elle a été créée parce qu'il y avait des jeunes militants, il y avait des responsables associatifs, il y avait des ONG, il y avait des journalistes qui ont fait pression sur l'appareil pour que des personnes qui ne se parlaient pas, par exemple Jean-Luc Mélenchon, des sociodémocrates et dans une certaine mesure des Verts, puissent travailler ensemble. C'était tabou avant 2022. À droite, aujourd'hui, l'alliance, elle est tabou. Mais vous avez des jeunes qui, justement, travaillent la poutre pour avoir une alliance. Et en fait, à terme, cette alliance des droites pourrait tout à fait se passer parce qu'on est en train de créer une sorte de NUPS de droite avec des jeunes journalistes de droite, des jeunes militants de droite qui sont tous copains comme cochons, qui se parlent, qui travaillent ensemble. Aujourd'hui, les appareils ne sont pas prêts. Parce que l'appareil LR est tenu par des anciens chiraciens qui, eux, accordent toujours une importance fondamentale à la notion de cordon sanitaire. Mais chez les jeunes, c'est plus du tout le cas. Et par exemple, vous avez un marqueur qui est très important à droite, c'est la notion du libéralisme économique. La droite, pendant très longtemps, était libérale économiquement. Aujourd'hui, force est de constater qu'elle l'est plus. Regardez, par exemple, les députés LR ont voté... Le Front National l'était d'ailleurs, celui de Jean-Marie Le Pen. Le Front National ne l'est plus. Aussi. Le Front National ne l'est plus et étatiste. Non, le Rassemblement National est étatiste, mais le Front National de Jean-Marie Le Pen était beaucoup plus libéral. Aussi libéral. Aujourd'hui, le Rassemblement National est étatiste. Et de facto, LR devient étatiste. Regardez, ils ont voté contre la réforme des retraites. Ils ont voté contre le CETA. Alors, comment ça s'explique? Encore une fois, ça s'explique avec la sociologie des électeurs. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les députés LR ou RPR ou MP étaient divisés en fait en deux camps. Vous aviez un camp de députés libéraux qui étaient plutôt élus dans les grandes villes, dans les grandes métropoles. Aujourd'hui, ils ont tous été balayés. Ils sont chez Emmanuel Macron. Les députés LR qui restent, entre guillemets, c'est des députés qui sont implantés dans la France périphérique, dans des zones rurales, dans des zones où leurs électeurs sont extrêmement sensibles aux idées du Rassemblement national, notamment aux idées économiques. Et donc il est possible qu'à terme, les députés LR, les militants LR, aient de plus en plus d'accointance avec le Rassemblement national. Alors aujourd'hui, c'est pas le cas. À mon avis,
pour 2024, l'alliance des droites est totalement possible, mais moi je donne rendez-vous aux téléspectateurs en 2027, et à mon avis, beaucoup de choses risquent de changer. Au rythme où ça va, c'est sûr que d'ici 2027, beaucoup de choses vont changer. Jean Garrigue, vous évoquiez tout à l'heure la stratégie de pousser chacun à la clarification politique du président Macron, sans aucun jugement de valeur ni politique de ma part. Force est de constater que sur ce point-là, cette stratégie fonctionne. Chacun, à droite comme à gauche, est forcé à la clarification. Oui, complètement. Je crois que de toute manière, il a compris ce qui se passait dans le pays. Il a compris notamment le rejet des Français par rapport à sa politique et à sa personnalité. Je porte pas de jugement sur la légitimité de ce rejet. Je pense qu'il tient à beaucoup de facteurs, y compris, je dirais, émotionnels et communicationnels. Mais en tout cas, il a compris que c'était fini. Je veux dire qu'on nous dit beaucoup, mais pourquoi a-t-il dissous ? Car on n'était a priori pas dans une situation de crise, c'était simplement des élections européennes qui sanctionnaient, voilà, et qui au fond, dont les résultats étaient d'ailleurs attendus. Mais la réalité, elle est un petit peu différente. C'est que ces élections européennes, c'est en fait l'acmé d'un phénomène qui se produit depuis des années, même avant, là encore, le quinquennat d'Emmanuel Macron, de rupture entre une grande partie des citoyens et ce qu'on appelle la classe politique. Que vous faites remonter à quand, cette rupture ? Cette rupture, on peut la faire remonter peut-être à la fin du deuxième mandat de Jacques Chirac. Je veux dire que c'est une érosion progressive de ce pacte de confiance entre les Français et leurs élus. Et donc, à un moment donné, il faut clarifier les choses. On sait que la protestation aujourd'hui, elle se cristallise, elle se canalise d'une part vers le Rassemblement national, d'autre part vers la France insoumise. Ce sont les pôles de protestation populistes qui engrangent sur ce mécontentement. Et donc, l'idée, c'est de pousser les électeurs et pousser les partis à se déterminer véritablement sur leur programme. Parce que là, il n'est plus question d'exprimer un mécontentement. Il est question éventuellement d'avoir ce tournant historique de l'extrême droite au pouvoir en France, ce qui n'a jamais existé depuis les ultras de la Restauration, avec l'intermède de Vichy qui est tout à fait spécial, spécifique, où d'ailleurs à Vichy, il y avait beaucoup d'hommes qui venaient de la gauche, qui étaient au pouvoir dans les... Pierre Laval le premier. Donc vous avez ce tournant historique et cette manière de mettre les Français au pied du mur et de mettre le Rassemblement national au pied du mur en disant: c'est quoi votre programme exactement ? Qu'est-ce que vous nous proposez pour l'avenir si jamais vous arrivez au pouvoir ? Et de la même manière, à gauche, il faut se déterminer, dire quel est le programme. D'où cette idée du nouveau Front populaire. Je rappelle que le Front populaire de 1936 avait mis 2 ans pour retrouver son programme. On va y revenir dans un instant parce que c'est très important. On a tendance à refaire sortir en permanence Blum de sa tombe et son Front populaire. Comparaison n'est pas raison. Vous le savez mieux que moi, Jean Garrigue. On est dans une situation Lucas Jakubowicz, où le président Macron a décrit une France, un paysage politique français qui serait coincé, selon lui, entre deux extrêmes, extrême gauche, extrême droite, et lui au milieu. Est-ce qu'il a raison de présenter les choses comme ça ? Pour l'instant, on ne sait pas. On ne connaît même pas les alliances, on ne connaît même pas les programmes. Après, évidemment, pour subsister et pour garder son pouvoir, Emmanuel Macron va dépeindre le nouveau Front populaire en ramassis d'extrême gauche et la potentielle alliance des droites en ramassis, entre guillemets, d'extrême droite. L'idée, c'est vraiment, en fait, pour lui, de scinder son camp, de scinder ses électeurs. Et à cet égard, il faut vraiment écouter ce qu'il a dit hier dans sa conférence de presse. En vrai, on a l'impression qu'il n'a pas parlé à la France, mais qu'il a politiquement parlé à sa base. En réalité, le macronisme, c'est un électorat qui aujourd'hui fonctionne sur un socle très restreint. Il va être très fort chez les CSP+, il va être très fort chez les personnes âgées, notamment les plus de 70 ans, pas les plus de 65 ans. Il est fort chez les riches, chez les vieux et dans les beaux quartiers. Globalement, c'est ça. Et quand on regarde les études électorales, c'est ça. Ces gens-là vont avoir extrêmement peur, désolé de le dire, mais pour leur portefeuille. Ils ont peur des extrêmes. Et donc, pour mobiliser son socle, effectivement, Emmanuel Macron va agiter à la fois, entre guillemets, la peur du rouge et la peur du noir. À voir si ça va marcher. Mais en tout cas, je pense que c'est sa technique. Et il y a une autre technique aussi, entre guillemets, qui est un peu cynique, à laquelle
beaucoup de journalistes ne parlent pas, ne pensent pas, c'est qu'en réalité, le président de la République, je pense, mise énormément sur des triangulaires. Il va essayer d'avoir un maximum de triangulaires dans un maximum de circonscriptions, ce qui fait qu'en cas de duel NUPS, Macronie ou Macronie-RN, il va partir très désavantagé. Pour lui, sa botte secrète, c'est d'avoir un maximum, effectivement, de triangulaires le 7 juillet. Parce que la mécanique politique des législatives ici en France, je précise pour ceux qui nous regardent et qui ne le connaissent pas forcément, est un peu compliquée. Elle dépend notamment beaucoup de la participation et en l'occurrence des triangulaires, vous me corrigez si je me trompe, c'est plutôt au désavantage de la gauche, même de la gauche unie. La gauche, justement, je voudrais qu'on en parle. C'est important ce qui est en train de se jouer aussi à gauche. Là aussi, il y a une injonction à la clarification. Est-ce que l'injonction est répondue? Pas forcément, on en parlait tout à l'heure avec Jules Boiteau. Donc, cette gauche qui veut avancer unie sort, il faut le rappeler, Jean Garrigue, c'est important, d'élections européennes qui ont été mortifères. Il y a eu des accusations, encore une fois, il ne s'agit pas ici de juger de leur légitimité, mais qui ont été réelles, d'antisémitisme à l'égard de Jean-Luc Mélenchon. On a dit de Raphaël Glucksmann qu'il était associé à des criminels de guerre, etc. Bon, bref, là, on en est à une situation où, après 2 jours de tractation, ça a l'air de... Les négociations avancent. LFI a fait quand même pas mal de concessions. Alors, si on se réfère au premier Front populaire, là encore, c'est vrai que beaucoup de noms d'oiseaux à l'époque ont été lancés dans les années qui ont précédé le Front populaire entre les communistes, et les socialistes et les radicaux. On a l'impression que même une alliance était impossible entre eux. À ce sujet, l'arrière-petit-fils de Léon Blum, qui s'appelle Antoine Malamoud, a écrit ces dernières heures dans Mediapart, regardez-le. Croyez-vous que cet accord entre le PCF et la SFIO de Blum s'est fait facilement, sans débat ni polémique? Et alors, c'est tout à fait vrai. Et c'est d'ailleurs l'Union soviétique, le Parti communiste de l'Union soviétique, qui avait forcé la main du Parti communiste pour qu'il entre dans cette alliance. Mais ce qui est intéressant en 1936, pour nous permettre de revenir à l'état aujourd'hui de la situation, c'est que si cet accord a été possible, paix, pain, liberté à l'époque, c'est parce que le Parti communiste, qui était l'aile gauche, l'extrême gauche d'aujourd'hui, un peu comparable à la France insoumise, le Parti communiste a mis beaucoup de l'eau dans son vin à l'époque. C'est-à-dire a fait beaucoup de concessions à ce qui était alors le cœur et le parti dominant de l'Alliance, qui était la SFIO de l'époque, les socialistes. Aujourd'hui, donc, il semblerait logique, et c'est ce qui commence à se faire, on l'a vu dans la répartition des sièges, que la France insoumise aille justement vers des concessions, vers Place Publique et surtout le Parti socialiste, puisque c'est Raphaël Glucksmann qui a gagné les élections européennes, loin devant Marion Aubry, et puisque on a une dynamique qui semble favorable à la gauche que représente Raphaël Glucksmann. Sauf que le problème, c'est que à l'époque, celui qui pouvait incarner ce rassemblement, ce Front populaire, c'était justement un représentant de la famille socialiste. Et il faut une incarnation dans une campagne. Il faut un chef, il faut un leader. Aujourd'hui, on voit très bien que c'est un peu plus problématique, parce que se dessine une figure dont on a parlé tout à l'heure, qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, d'autres figures de la France insoumise, qui en réalité, si les mots sont différents, sur le fond des enjeux et des programmes, ne sont pas fondamentalement différents de Jean-Luc Mélenchon. Et on peut quand même se poser la question de la pertinence de cette alliance, parce que, là encore, on peut se référer au Front populaire, dire que c'était pas facile, etc. Mais quand même, 6 mois avant les élections, c'était la fraternité. Il y avait eu le 14 juillet 1935, un an avant, où déjà on était ensemble. Là, il y a 3 semaines, ils se tapaient dessus les uns sur les autres. Ça pose quand même un problème de crédibilité. Et ce problème de crédibilité, et c'est encore plus grave, se pose sur le fond des enjeux. Oui, c'est ce que j'allais dire. Là, voilà. On est déjà en train de sortir du bois en disant je ne veux pas m'imposer, mais je m'y vois déjà. Ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon hier, ce que dit en substance François Ruffin ce matin, ce qu'a dit Raphaël Glucksmann en évoquant la figure de Laurent Berger, qui n'a pas non plus fait forcément rêver. Mais on parle
encore très peu des électeurs. Pour revenir à ceux de Raphaël Glucksmann qui ont voté pour lui aux européennes, s'allier, voire le Parti socialiste, qui n'est pas dirigé par Raphaël Glucksmann, s'allier avec la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et alors, en ce qui concerne Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, il y a quelque chose d'extrêmement important à citer, c'est l'IFOP. L'IFOP, à peu près tous les 6 mois, fait une étude sur l'image de Jean-Luc Mélenchon. La dernière étude est sortie début mai. Qu'est-ce qui ressort ? Il ressort effectivement que Jean-Luc Mélenchon est très populaire chez les militants insoumis. En revanche, ailleurs dans l'opinion publique, il est rejeté. Mais ce qui est très intéressant, c'est que là où il est le plus rejeté, c'est chez les sympathisants LFI et les sympathisants Europe Écologie Les Verts. Et donc pour bâtir une union, pour bâtir un programme, pour avoir une incarnation, Jean-Luc Mélenchon, c'est un repoussoir. Et donc effectivement, il ne peut pas dire, alors que les négociations battent leur plein, je serai candidat, ce sera moi le Premier ministre. Il a ménagé la chèvre et le chou. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que là, alors on parle beaucoup de recomposition, etc. En réalité, il y a un parti qui est très serein dans cette dissolution, c'est la France insoumise. La France insoumise, en fait, ils sont très contents. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que, en fait... Est-ce que vous pouvez retenir votre explication pendant 2 minutes ? On va marquer une courte pause et on se retrouve juste après. À tout de suite. « 10h30 ici à Paris, parlons-en aujourd'hui consacré à la vie politique française à 1000 à l'heure, alors que la campagne officielle pour les législatives, faut-il le rappeler, n'a pas encore commencé, ce sera lundi prochain, mais depuis dimanche soir, à chaque minute, son rebondissement. Et encore à l'instant, au siège des Républicains, on vous retrouve Julie Dungeloff à Paris. Pour rappeler le contexte, celui que vous voyez à l'image, c'est Éric Ciotti. Ce ne sont pas des images en direct, c'est Éric Ciotti, le patron du parti gaulliste, qui a été exclu par les ténors de son propre parti après avoir annoncé une alliance avec l'extrême droite pour les législatives du 30 juin. Et donc Julie, bien qu'exclu, bien que démis de ses fonctions, Éric Ciotti s'est donc présenté il y a quelques instants au bureau. Oui, c'est ça. Il y a une dizaine de minutes, Éric Ciotti est arrivé au siège des Républicains. Et lorsque on lui a posé la question « N'êtes-vous pas un peu isolé, monsieur Ciotti, aujourd'hui au sein de votre propre camp ?» Il m'a dit « Madame, moins que jamais, je suis président des Républicains. Et donc, tout naturellement, je me rends à mon bureau. » Il a indiqué aussi qu'il avait saisi la justice contre cette décision qui a été prise au bureau national hier de l'exclure de la présidence de son parti et contre également la commission d'investiture qui a investi des candidats sous l'étiquette LR. Vous savez, Éric Ciotti qui est en effet très isolé puisque tous les ténors du parti se sont rassemblés hier et sur la majorité des candidats aux législatives, sur la majorité des sortants, eh bien seuls 2 candidats vont concourir sous l'étiquette LR-RN, à savoir évidemment Éric Ciotti et puis une très proche, Christelle Dintorni, qu'on présente souvent comme sa filleule en politique. C'est donc le visage très tiré qu'Éric Ciotti s'est rendu aujourd'hui ce matin au siège des Républicains. On sentait toute la tension sur ses épaules aujourd'hui. Et quand on lui a posé la question, allez-vous rencontrer monsieur Bardella prochainement, il se murmure que les 2 hommes se rencontreraient lors d'un déjeuner aujourd'hui. Affaire à suivre donc, et le temps presse pour les Républicains puisqu'ils doivent présenter leur liste d'ici dimanche. En presse et ça va très vite. Merci beaucoup Julie. Décidément, on le disait tout à l'heure, il vaut mieux rester vigilant en ce moment. On laisse passer quelques minutes et il se passe encore un événement. Je sais, Lucas Jakubowicz, qu'on parlait du Front populaire et de la gauche unie juste avant la pause, mais une question... c'est ce que vient de dire Julie m'inspire une question que je me pose depuis dimanche et qu'on est sans doute nombreux à se poser. Certes, personne ne s'attendait vraiment à la dissolution décidée par Emmanuel Macron, mais on se dit quand même tous ces partis qui se retrouvent là, forcés à la clarification, ils ne l'avaient quand même pas vu venir. Les résultats du Rassemblement national étaient annoncés depuis des mois dans les sondages, qui ne se sont pas trompés, à quelques points près. On sent que vraiment tout le monde a été pris de court, mais aussi sur ce que ça allait provoquer dans leurs appareils, quoi. Oui, parce qu'il l'attendait pour plus tard. La rumeur courait, que ça se passe à l'automne, ce qui d'ailleurs aurait pu être, à mon sens, un meilleur calcul de la part d'Emmanuel Macron, en profitant éventuellement d'un effet Jeux Olympiques, mais qui en contrepartie permet à Emmanuel Macron justement de prendre de court les partis. Mais
je veux dire, c'est leur responsabilité aussi, parce que, vous savez, on a beaucoup dit en 2017, Macron a dissous les partis traditionnels, il les a croqués. En réalité, il s'était autodissous, et cette lente autodissolution, elle conduit à ce qui se passe aujourd'hui. Parce que, pour rester sur les Républicains, quelle est l'hypothèse aujourd'hui, à mon sens, la plus crédible? C'est pas qu'ils vont disparaître, parce qu'ils ont une implantation locale, le Sénat, etc. Ils ont beaucoup de points d'appui. Cette droite-là, elle existe encore. Mais ce qui va se passer, c'est d'abord le départ d'un certain nombre de cadres, comme Éric Ciotti, dans une sorte de fédération avec le Rassemblement national, et surtout le départ d'une grande partie des électeurs de cette droite classique, de cette droite traditionnelle héritière du gaullisme, vers le Rassemblement national, qui en réalité est en passe de remplacer ce qu'était à l'époque l'UDR, voire le RPR gaulliste, c'est-à-dire devenir un parti qui s'implante dans toutes les régions, dans toutes les catégories sociales, dans toutes les catégories d'âge, avec un programme d'une plasticité qui leur permet finalement de racoler, j'allais dire, des électorats nouveaux. Et vous aurez à côté de ça une droite libérale qui va essayer de subsister en s'appuyant sur son enracinement local, sur ses notabilités, qui va avoir de plus en plus de mal à exister de manière autonome et qui, à terme, risque aussi, elle, d'être avalée par, ça c'est le fameux travail de la poutre d'Édouard Philippe, d'être avalée par une sorte de bloc central avec qui, au fond, elle a vocation à travailler. Un Rassemblement national qui est très tranquille, qui voit de loin, qui observe de loin tout ce qui se passe chez les Républicains à gauche, etc. On le disait, c'est confirmé a priori ce déjeuner à midi entre Éric Ciotti et Jordan Bardella. Il y a une autre image qu'on évoquait tout à l'heure dans le journal de 9h, c'est celle de Marine Le Pen qui rencontrait hier à Bruxelles les patrons des différentes extrêmes droites européennes qui cherchent là aussi à créer, parce que vous savez qu'au Parlement de Strasbourg, ces extrêmes droites européennes sont divisées entre deux groupes, pour faire simple, et qui cherchent notamment à faire revenir l'AfD, qui a été exclue du groupe il y a quelques semaines parce que trop radicale dans ce fameux groupe. Mais voilà pour la précision, voilà cette image de Marine Le Pen. On voit notamment Geert Wilders sur ces images. D'ailleurs, ils ont tous dit ciao Macron hier en plaisantant entre eux. Autre parti tranquille, vous nous le disiez avant la pause, Lucas Jakubowicz, à vos yeux, c'est la France Insoumise. Vous alliez nous expliquer pourquoi. Tout à fait. En fait, la France Insoumise, il faut regarder leur circonscription. Ils ont une sociologie très particulière. Ils ont 40% de leurs élus qui sont implantés en Île-de-France. La plupart d'entre eux sont élus dans des grandes villes. Et dans les banlieues et les grandes villes, LFI a fait des scores extraordinaires au-delà de leurs espérances aux dernières élections européennes. Je vous donne un chiffre très simple. Par exemple, la Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis, Manon Ampry avait fait 12% en 2019. Maintenant, elle est à 37%, avec des scores qui dépassent les 50% dans certaines villes, comme par exemple Saint-Denis, Bobigny ou Stein. Dans le contexte de la guerre au Proche-Orient. Voilà. Dans certaines grandes villes, comme par exemple Strasbourg ou Toulouse, où il y a énormément de députés insoumis, la liste LFI a cartonné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, s'il y a des élections législatives demain, les députés sortants LFI, qui sont élus dans les villes ou dans les banlieues, sont pratiquement certains d'être élus. Donc eux, ils ont un peu une épée de Damoclès sur la tête. On peut citer par exemple le cas de deux députés qui sont très intéressants. Vous avez par exemple à Roubaix, David Guiraud. David Guiraud, à Roubaix en 2019, la liste LFI a fait 13%. À Roubaix aujourd'hui, elle est à 43%. Pareil dans les quartiers nord de Marseille, Sébastien Delogout a fait 49%. En 2019, Manon Bry avait fait 13%. Donc dans toutes ces circonscriptions de centre-ville, LFI, donc, où visiblement les sortants vont se représenter, est pratiquement certain de garder ses députés. Alors eux, la question qu'ils vont se poser au niveau stratégique, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on préfère avoir, entre guillemets, un nouveau front populaire qui foire avec moins de députés, mais du coup un quorum de députés LFI plus important, et donc une gauche qui sera plus que jamais sous notre coupe? Ou bien est-ce qu'on va faire en sorte de jouer l'union, d'avoir un maximum de députés de gauche, y compris PS, et accepter en fait que LFI perde un petit peu son magistère? Alors pour l'instant, on n'a pas la réponse. On aura la réponse, à mon avis, quand les circonscriptions seront distribuées. Si par exemple les circonscriptions PS, parce qu'on a vu qu'ils sont de plus en plus de circonscriptions, mais si elles sont données dans des zones entre guillemets ingagnables. Si on met tous les députés PS, par exemple, en Provence, où on est sûr que le RN va gagner, dans le nord-est, dans la diagonale du vide,
En fait, les concessions faites par LFI sont du vent. Ne sont que d'apparence. Le Parti socialiste est vraiment sur la brèche, Jean Garrigue, là ? Ah oui, parce que il faut quand même transformer l'essai des élections européennes. Avec un Glucksmann, pardon, à l'heure où l'on se parle, qui est encore pas très clair. Qui est quand même dans l'hésitation. Mais on l'a vu d'ailleurs à certains signaux faibles, justement, c'est quand même ce qui va prédominer, c'est la sauvegarde ou même le gain d'un certain nombre de sièges. Regardez le positionnement de Carole Delga. Carole Delga, c'est un des leaders de la dissidence contre la ligne Olivier Faure, l'anti-NUPES. Or, Carole Delga, du jour au lendemain, vient de se rallier... Quelques minutes, elle a dit. Quelques minutes au nouveau Front Populaire. Et comment on explique ça ? On l'explique très simplement par la nécessité de sauvegarder un certain nombre de sièges pour le Parti socialiste dans la région Occitanie. Elle est le chef de file du Parti socialiste en région Occitanie. Elle a besoin de s'assurer la fidélité d'un certain nombre de députés et elle négociera certainement les circonscriptions les plus gagnables pour le Parti socialiste. C'est comme ça que ça se fait. Mais sur le programme, les électeurs, le 30 juin... Ce qui est troublant, c'est que là encore, si vous regardez le fil X de quelqu'un comme Carole Delga, depuis des mois, mais même avant la crise de Gaza, sur la plupart des points, elle était en désaccord avec la ligne de la France insoumise, je dirais même avec la ligne de la NUPES. Donc par rapport à un électeur qui regarderait les choses d'un peu plus près, il ne manquerait pas d'être un petit peu déboussolé. Sauf que dans la mesure où, je le répète, la dynamique, elle est forte du côté de LFI, la capacité d'entraînement est forte du côté de LFI, et dans la mesure où il y a cette nécessité de préserver justement un ancrage territorial, c'est ça qui va prédominer. Et au fond, les électeurs... et c'est pour ça que l'idée de Front populaire est très utile, parce que l'idée de Front populaire, elle permet de rassembler les électeurs autour de ce barrage au Rassemblement national, comme on l'avait fait en 1936 contre les ligues d'extrême droite, qui en fait ne menaçaient pas réellement d'ailleurs l'équilibre du pays, mais qui étaient ressentis comme une véritable menace. Et de la même manière, pour un électeur de gauche aujourd'hui, dans l'inconscient collectif de la gauche, le Rassemblement national, c'est un parti d'extrême droite, un parti dangereux qui est l'héritier de Pétain et même des néo-nazis. Là, on est arrivé à une situation, je ne sais pas si vous êtes... c'est tout à fait votre domaine, mais on parle de la France, comme on parlait du Brésil il y a quelques années, comme on parle des États-Unis, on a l'impression qu'on est sur deux France... qui ne se comprennent plus, parfaitement irréconciliables. Est-ce que c'est là où on en est là aujourd'hui ? Ça fait des années déjà qu'on est sur une France irréconciliable. Après, la situation... Il y avait un genre de déni collectif qui ne voulait pas forcément... Il y avait une sorte de déni collectif, effectivement, mais encore une fois, il suffit de regarder les cartes électorales pour se rendre compte qu'effectivement, on a des Frances qui sont irréconciliables. On parlait de la NUPS tout à l'heure. Regardez la NUPS. Vous avez à peu près 23 députés Europe Écologie Les Verts. Maintenant, ils s'appellent les écologistes. Mais ces députés, pour plus de la moitié d'entre eux, sont élus dans le centre-ville de grandes métropoles riches. On parlait tout à l'heure de LFI. Effectivement, LFI, on a 40% qui sont en Île-de-France. Vous prenez les députés RN, à part Perpignan, ils ont pratiquement aucune grande ville. Vous prenez les députés MoDem, LREM, majorité présidentielle, ils sont tous élus dans les zones où la majorité de la population fait partie des 20% plus riches. C'est ce que Jérôme Fourquet appelle la France triple A, les stations de ski, le littoral atlantique. Donc oui, de facto, on a déjà des Frances qui, entre guillemets, ne se comprennent plus. Et on peut même s'amuser à se dire, mais en fait, dis-moi où tu habites, dis-moi ton métier, je te dirai pour qui tu votes. On pouvait déjà le faire il y a quelques années, mais aujourd'hui, c'est de plus en plus, entre guillemets, de plus en plus prévisible. Je sais que c'est politiquement incorrect de le dire, mais par exemple, quand on prend les électeurs français de confession musulmane, l'IFOP l'avait montré, au premier tour de 2022, ils avaient été 70% à se reporter sur Jean-Luc Mélenchon. Donc là, très clairement, on sait qu'il y a un vote religieux. Vous prenez les CSP+, les riches, mais Emmanuel Macron a fait un carton. Vous prenez des villes comme par exemple Neuilly-sur-Seine ou Levallois, qui pour les téléspectateurs qui sont à l'étranger, en fait, c'est les quartiers où résident les Français les plus riches. Mais ils ont voté Emmanuel Macron dès le premier tour. Donc oui, de facto, on a une France, on va citer Jérôme Fourquet, archipélisée. Et pour reprendre un terme que je déteste, mais que les politiques affectionnent, c'est de plus en plus difficile de faire nation.
Jean Garry? Je ne peux que confirmer, d'autant que j'ai fait plusieurs livres pour essayer de réfléchir à cette idée, y compris le dernier qui s'appelle Les Jours heureux, qui raconte comment, à certains moments, on a réussi à faire nation et pourquoi. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit bien qu'on est effectivement dans cette archipélisation. On pourrait même parler de communautarisation, au sens de communautés qui ne sont pas simplement des communautés religieuses, qui sont des communautés sociologiques, culturelles, etc., et qui s'émiettent de plus en plus avec des comportements électoraux de plus en plus différents. Alors, à nuancer malgré tout, je suis historien, ça a toujours existé. Il y avait une France de l'Est, une France de l'Ouest, une France du Nord-Est, avec des comportements politiques qui étaient très différents les uns des autres. Et puis alors, il y a aussi une autre nuance à apporter, c'est ce que je disais tout à l'heure à propos du Rassemblement national. Et ça, c'est quand même la grande nouveauté depuis quelques années. C'est la manière dont le Rassemblement national, précisément, s'est nationalisé. C'est-à-dire que c'est plus des bastions du Nord ou du Sud-Est, c'est la France entière, avec cette grande nouveauté de la conquête des pays de l'Ouest. La Bretagne, avec les niveaux de vie les plus élevés du pays, et qui, ça y est, sont tombés, en partie, dans l'escarcelle du Rassemblement national, si on accepte les villes dont apparaît... le seul département français où le RN avec la Martinique, où le RN n'est pas arrivé en tête aux européennes, c'est l'Île-de-France. C'est l'Île-de-France. On en parlait tout à l'heure. Le temps passe vite, l'actualité va très vite. Merci infiniment à tous les deux d'avoir participé à cette discussion. Jean Garrigue, Les Jours heureux, c'est chez... C'est chez Payot. C'est chez Payot, voilà, c'est précisé. Lucas Jakubowicz, merci beaucoup. Merci. On vous lit dans Décideur Magazine notamment. Merci encore. Tout de suite, c'est le grand format, le focus. On se retrouve juste après pour le journal de 11h. J'imagine que d'ici là, il se sera passé des choses dans la vie politique française. À tout à l'heure.